Je suis arrivée à Paris en 1972, juste après l'enterrement de maman. Dakar était derrière moi, emportant mes souvenirs, mes racines, et ce qui restait de mon enfance. Une tante éloignée m'avait trouvé une place de domestique. Une bonne famille française, disait-elle. Je n'avais pas le choix. Quand j'ai vu la maison pour la première fois, j'ai eu froid dans le dos. C'était immense, silencieuse, presque menaçante. Un majordome m'a fait entrer par une petite porte à l'arrière. Personne ne m'a salué. Juste un regard bref et une consigne sèche. 6 heures demain. Pas de retard. Ma chambre était minuscule, sans fenêtre, mais j'y ai déposé ma Bible, une photo de maman et mon courage. J'ai dormi tout habillée, comme si je n'étais pas vraiment arrivée. Le lendemain, à 6 heures pile, j'étais debout, le tablier noué. Mon silence était mon armure. J'ai appris à me faire petite, à anticiper les besoins, à disparaître dans les couloirs. Je connaissais chaque recoin de cette maison, chaque tic des horloges, chaque ombre sur les murs. Mais personne ne me regardait vraiment. J'étais là sans être là. Les enfants de la maison couraient partout, insouciants. Je préparais leur goûter, lavais leurs draps, ramassais leurs jouets. Parfois, ils m'oubliaient dans la pièce, comme un meuble silencieux. Je les observais grandir. Eux ne voyaient pas que moi aussi, je devenais quelqu'un. Le temps passait, et j'ai fini par aimer cette maison. Pas comme on aime un foyer, non. Mais comme on s'attache à une douleur qu'on connaît bien. Je savais que j'étais enchaînée à ces murs. Et pourtant, au fond de moi, quelque chose murmurait « Un jour, ce lieu se souviendra de toi. » Je n'ai jamais revendiqué rien. Je n'ai jamais frappé à la porte principale. Mais chaque matin, en allumant les lampes, en chauffant le café, en écoutant les silences, je sentais une vérité cachée. Cette maison, sans le savoir, était déjà un peu la mienne. Il était là, toujours là. Grand, raide, les bras croisés derrière le dos. Le maître de maison. Un ancien militaire, disait-on. On l'appelait le colonel. Sa femme était morte bien avant mon arrivée. Il ne me parlait pas un mot. Il passait près de moi sans un regard, comme si l'air entre nous était trop dense. Mais je sentais ses yeux. Chaque fois que je balayais, que je remplissais les verres, que je montais l'escalier, il était là, silencieux, présent, comme une ombre. Je n'avais pas peur, mais j'étais tendue. Sa présence coupait le souffle. Il parlait peu à ses enfants. Il écrivait beaucoup, lisait davantage. Avec moi, rien. Le vide. Un silence lourd comme du marbre. J'apprenais à y survivre. Je savais où il se tenait à chaque heure. Le matin, dans son bureau. L'après-midi, dans le jardin avec un cigare. Le soir, derrière son journal. Mais jamais il ne m'a regardé droit dans les yeux. Comme si c'était interdit. Parfois je me demandais, pourquoi ce silence si précis? Pourquoi ne pas m'ignorer tout à fait? Il ne me méprisait pas. Non. C'était autre chose. Un regard qui évitait, qui contrôlait, qui cherchait à ne pas voir. Je le sentais. Un jour, je me suis retournée brusquement, alors qu'il me regardait. Il a détourné les yeux si vite qu'il en a fait tomber son livre. Il a toussé, s'est levé et est parti sans un mot. Ce jour-là, j'ai compris. Il y avait quelque chose qu'il ne voulait pas affronter. J'ai continué mon travail comme si de rien n'était. Mais chaque jour, je sentais qu'il observait. Pas par désir, par lutte. Comme si ma simple présence réveillait une partie de lui qu'il aurait voulu garder enterrée. Je ne sais pas quand c'est devenu normal. Peut-être que ça l'a toujours été. La Noire. C'est comme ça qu'il m'appelait. Les enfants, les invités, même les voisins parfois. Demande à la Noire. La Noire l'a déjà fait. Jamais mon prénom. J'avais un nom. Un prénom donné par ma mère, avec douceur, avec espoir. Mais ici, il ne comptait pas. Il n'existait pas. J'étais réduite à une couleur, une fonction, une ombre utile. Et je l'acceptais.
parce qu'il fallait survivre. Les enfants me tiraient par la manche sans même lever les yeux. Je portais les plateaux sans qu'on me voie. On riait autour de moi, parfois même de moi, sans que je sois vraiment là. Je devenais invisible, à force d'être vue comme autre. Un jour, un invité m'a dit « Tu as de la chance, d'être ici. C'est mieux que là-bas, non ?» J'ai souri, par politesse. Mais dans ma tête, j'ai entendu maman dire « Tu vaux plus que ça ». Et cette phrase m'a tenue debout toute la nuit. Il y avait des jours où je rêvais qu'on m'appelle par mon prénom, juste une fois, qu'on dise « merci » ou même « bonjour ». Mais les mots restaient coincés dans leur gorge. Et moi, je les gardais dans mon cœur, pour ne pas les perdre tout à fait. Je parlais à Dieu dans ma chambre. Lui, au moins, connaissait mon nom. Je disais « Tu vois, je suis là, je tiens bon ». Et parfois, quand le silence devenait trop lourd, je chantais à voix basse une berceuse que maman me chantait petite. Le monde autour de moi m'effaçait lentement. Mais quelque part, au fond de moi, il restait une lumière, faible mais vivante. Et je me disais, un jour, quelqu'un saura qui je suis, pas ce qu'ils disent, mais qui je suis vraiment. Au bout du couloir, il y avait une porte, toujours fermée. Une poignée en laiton poli, sans poussière, comme si quelqu'un la nettoyait chaque jour, sans jamais l'ouvrir. C'était le bureau du colonel. Personne n'y entrait. Même ses enfants hésitaient à s'en approcher. Moi, je passais devant en silence. Tous les matins, tous les soirs. Parfois, je m'arrêtais, sans m'en rendre compte. Mon regard se posait sur le bois, et un frisson me traversait. Je ne savais pas pourquoi, mais cette porte me faisait quelque chose. Comme un avertissement. Une fois, en nettoyant le couloir, j'ai laissé tomber un chiffon devant elle. J'ai hésité à le ramasser, comme si le simple fait de m'en approcher allait déclencher une alarme. J'ai pris sur moi, lentement, et je suis repartie sans me retourner. Il avait dit une fois à son fils « Cette porte reste fermée, toujours ». C'était tout. Pas d'explication. Et personne n'en demandait. Il y avait dans cette interdiction quelque chose de sacré. De honteux peut-être. De dangereux, sûrement. J'ai souvent imaginé ce qu'il y avait derrière. Une bibliothèque ? Des souvenirs de guerre ? Une photo interdite ? Ou juste un silence trop lourd à exposer ? Je ne saurais jamais. Et pourtant, cette pièce semblait respirer derrière les murs. Parfois, la lumière passait sous la porte. Très tard dans la nuit. J'étais la seule à veiller. J'entendais des pas, un soupir. Parfois le bruit d'un tiroir. Il écrivait sûrement. Ou il luttait avec ses fantômes. Mais moi, je n'ai jamais osé entrer. Cette porte, c'était la frontière entre lui et moi. Entre ce qu'il montrait et ce qu'il cachait. Et au fond de moi, je sentais que tant qu'elle resterait fermée, je ne saurais jamais pourquoi il ne me regardait pas comme les autres. Le jeudi, c'était le jour du paiement. Toujours le jeudi. À la même heure, une enveloppe blanche, posée sur la table de la cuisine. Jamais remise en main propre, jamais un mot, juste un geste lointain, presque mécanique. Je savais que c'était lui qui la déposait. Je ne le voyais pas faire, mais je le sentais. J'entendais ses pas, le grincement de la chaise, et puis le silence. Quand j'entrais, l'enveloppe était là, bien alignée, comme une présence muette. Je ne l'ai jamais ouverte devant lui. Par pudeur, par respect, peut-être. Par habitude surtout. Je la glissais dans ma poche. Je retournais à mon balai. Il partait sans un regard, comme s'il n'existait pas. Et moi, j'apprenais à effacer ma présence. Un jour, il a oublié. Ou peut-être qu'il l'a fait exprès. Il est revenu quelques minutes plus tard. Je l'ai entendu déposer l'enveloppe, plus doucement que d'habitude. Puis, il est resté derrière la porte, immobile, respirant fort. J'ai attendu qu'il parte. Il y avait quelque chose dans cet argent. Ce n'était pas juste un salaire.
C'était une distance. Une façon de dire « Tu existes, mais reste loin ». Et chaque pièce, chaque billet, pesait dans ma main comme une reconnaissance honteuse. Je n'avais jamais été si proche d'un homme, et en même temps si loin. Il me nourrissait sans me voir. Il me payait sans m'entendre. Il partageait la même maison que moi, sans jamais m'y inviter. Et pourtant, nos silences s'échangeaient chaque jour. Je me demandais parfois si l'argent, pour lui, était une forme de punition, un rappel de ce qu'il refusait d'assumer. Mais moi, je l'acceptais. Parce que dans cette enveloppe, il y avait aussi ma dignité. Celle que je refusais de laisser s'éteindre. Un jeudi, l'enveloppe n'était pas à sa place. Elle est arrivée plus tard, froissée, posée de travers. Il y avait une tache de café sur le coin. Ce détail m'a inquiétée. C'était la première fois. Puis j'ai entendu la toux. Une toux sèche, persistante. Le colonel ne sortait plus comme avant. Il restait assis plus longtemps dans le salon, le regard perdu. Son journal tombait souvent sur ses genoux. Il dormait par à-coups, même en plein jour. Moi, je faisais semblant de ne rien remarquer. Mais j'avais peur. Il refusait l'aide, même quand il tremblait, même quand il vacillait en se levant. Je le soutenais discrètement, comme si c'était un geste banal. Il me repoussait d'un signe sec, mais ne disait rien. Il perdait ses forces, et son orgueil se battait pour rester debout. Les enfants venaient de moins en moins. Ils passaient vite, appelèrent de loin. Aucun ne restait pour dîner. Aucun ne lui tenait la main. Moi, j'étais là, invisible, comme toujours, mais présente, fidèle. Et quelque part, je crois qu'il le savait. Un soir, il s'est effondré dans le couloir. Je l'ai aidé à se relever. Il m'a regardé, vraiment regardé. Une seconde. Ses yeux étaient fatigués. J'ai dit doucement « Faut qu'on appelle un médecin ». Il n'a pas répondu, mais il n'a pas refusé non plus. Après ça, je suis devenue son ombre bienveillante. Je préparais ses médicaments, ses soupes, je veillais sur ses nuits agitées. Il ne parlait toujours pas, mais il ne me chassait plus. Le mur entre nous avait une fissure, petite, mais réelle. Ce fut la première fois que je le vis faible, humain. Et dans cette fragilité, quelque chose a changé, en moi, en lui, peut-être. C'était comme si, enfin, le silence devenait un langage. Et moi, je savais l'écouter. Je ne l'avais jamais entendu prononcer mon prénom. Pas une fois. C'était comme un mot interdit, effacé. Mais un soir, alors que je lui posais une compresse sur le front, j'ai entendu un souffle. Presque rien. Mais c'était bien ça. Mon nom. Sorti de ses lèvres. Je n'ai rien dit. Je suis restée calme, concentrée, comme si je n'avais rien entendu. Mais à l'intérieur, mon cœur s'est serré. Il avait une voix grave, fatiguée, plus douce que je ne l'aurais imaginé. Il a murmuré encore « Aminata », puis s'est endormi. Les jours suivants, ça s'est répété. Jamais quand il était éveillé. Seulement dans ces moments entre veille et sommeil, quand l'âme lâche prise. Il disait mon nom comme on appelle un souvenir, avec lenteur, avec quelque chose de brisé. Je n'osais pas répondre. Pas vraiment. Je me contentais d'ajuster la couverture, de replacer l'oreiller, d'éteindre la lumière. Mais dans mon silence, je répondais quand même. Je disais « Je suis là », sans le dire. Je me suis demandé s'il avait toujours su. Si dès le début, mon nom était resté coincé quelque part en lui. S'il avait lutté pour ne pas le dire. Pour ne pas me reconnaître. Et maintenant, la maladie défaisait lentement ses barrières. C'était étrange d'entendre enfin mon prénom dans cette maison. Ce nom que personne n'avait jamais prononcé ici. Ce nom que j'avais presque oublié moi-même. Il avait le goût d'un secret qu'on ose enfin respirer. Et ce simple mot, glissé entre deux souffles, valait plus que toutes les enveloppes.
C'était fragile. Mais vrai. C'était une reconnaissance muette. Et moi, j'en faisais un abri pour mon cœur fatigué. La maladie avançait, et la chambre du colonel devenait un lieu d'ombre. Les rideaux restaient tirés. L'air était lourd. Et pourtant, personne ne venait. Ses enfants téléphonaient, oui. Mais leur voix était brève. Leur visite, rare, fuyante. Ils restaient dans l'entrée, posaient un sac de fruits et repartaient en prétextant le travail, les enfants, le temps. Aucun ne franchissait le seuil de sa chambre. Comme si sa faiblesse les gênait, ou comme si quelque chose, là-dedans, leur faisait peur. Moi, j'étais là, chaque jour, chaque nuit. Je lavais ses draps, lui faisais boire, changeais les bassines. J'essuyais ses tempes, je rassurais ses soupirs. Je devenais tout ce qu'une fille aurait pu être. Mais je ne l'étais pas officiellement. Je ne me plaignais pas. Je ne cherchais pas à comprendre. J'acceptais, avec cette résignation que seules les femmes connaissent. Celles à qui on ne doit rien, mais qui donnent tout, sans témoin, sans merci, sans nom. Parfois, j'entendais les murmures derrière les portes. Elle est trop présente, tu trouves pas? Ou il faut qu'on mette des limites. Mais il ne se levait pas, ne prenait pas sa température, ne voyait pas sa douleur. Eux détournèrent le regard, et moi, dans ce silence familial, je devenais essentielle, non par volonté, mais par évidence. J'étais celle qui restait, celle qui se levait à 3 heures du matin pour calmer ses crises, celle qui ne l'abandonnait pas. Ce n'était pas un devoir, c'était quelque chose de plus ancien, de plus profond, une fidélité sans raison. Et quelque part dans le fond de ses yeux, il y avait une reconnaissance, inavouée, mais réelle. Cette nuit-là, je l'ai senti différent. Il respirait plus lentement, ses doigts tremblaient plus que d'habitude. J'ai changé les draps, j'ai humidifié ses lèvres, j'ai fermé la fenêtre pour empêcher le froid d'entrer. Il m'a suivi du regard. Pour la première fois, sans détourner. Je me suis assise à côté de lui. Il n'a pas parlé. Pas tout de suite. Il fixait le plafond, comme s'il cherchait quelque chose. Puis, lentement, sa main s'est posée sur la mienne. Sa peau était fine, tiède. Et là, d'une voix presque éteinte, il a dit « Pardon ». C'était un mot simple, un souffle. Mais pour moi, c'était un séisme. Je l'ai regardé. Il avait les yeux fermés, mais une larme coulait, une seule. Et j'ai compris que ce mot, il le portait depuis longtemps, qu'il avait eu peur de moi, de lui-même, de ce qu'on cache. Je n'ai pas pleuré, pas tout de suite. Je suis restée là, à lui tenir la main. Cette main qui m'avait toujours ignorée. Cette main qui, ce soir-là, tremblait de reconnaissance. Il n'avait plus de force. Mais ce mot, il avait réussi à le dire. Je lui ai murmuré « Je suis là ». Et pour la première fois, je l'ai senti s'abandonner. Non pas à la mort, mais à une vérité trop lourde, comme s'il acceptait enfin de me voir. Non comme une domestique, mais comme une partie de lui. Il est resté éveillé un moment. Nous n'avons plus parlé, mais sa main ne quittait pas la mienne. Le silence était doux cette fois. Ce n'était plus un mur. C'était un adieu. Et moi, j'ai prié en silence pour qu'il parte en paix. Il s'est éteint avant l'aube, dans le calme, dans la lumière de la petite lampe de chevet. Et ce mot, pardon, résonne encore en moi. Pas comme une blessure, mais comme un écho, comme une clé oubliée, enfin trouvée. Quelques jours après sa mort, j'ai été convoquée par le notaire. J'ai cru à une erreur. Je n'avais jamais signé de papier. Je n'étais qu'une employée. Mais le notaire m'a regardée avec sérieux. Il a dit « Monsieur Henry a laissé une lettre, pour vous. » J'ai senti mes jambes fléchir. « Une lettre ?
Pour moi ? Il la sortit d'un dossier noir, avec soin. L'enveloppe était épaisse, son nom écrit à la main. Et en haut, mon prénom. Mon vrai prénom. Il l'avait donc écrit. Il l'avait gardé. Avant même d'ouvrir, je savais. Mon cœur le savait. Ce que mes silences avaient soupçonné, ce que mes prières n'osaient espérer. Le notaire m'a lu à voix basse. Et chaque mot creusait une vérité que je portais sans la connaître. Tu es ma fille. Ces mots-là, écrits, incontestables. Il racontait Dakar, sa jeunesse, ma mère. Une histoire d'amour brisée par la peur, la distance, la honte. Il disait qu'il avait su, dès qu'il m'avait vue, mais qu'il n'avait jamais eu le courage. J'ai pleuré, en silence, pas de colère, pas de joie non plus. Juste un poids qu'on soulève après l'avoir porté toute une vie. Il disait aussi « Je t'ai regardé grandir sans pouvoir te prendre dans mes bras. » Et cette phrase m'a coupé le souffle. Il avait tout préparé, le testament, les preuves, les documents. Personne ne pouvait nier, ni contester. Il m'avait reconnu. Tard, mais pleinement. Et c'est un notaire, pas un père, qui m'a tendu cette vérité. En sortant du bureau, le monde avait changé. Pas parce que j'avais hérité, mais parce que, enfin, quelqu'un avait mis des mots sur mon existence. Et ces mots venaient de lui. De celui qui ne m'avait jamais appelé. Sauf à la fin. Dans la lettre, Henri racontait qu'il avait commencé à douter très tôt. Il m'avait reconnu. Pas dans mes traits, mais dans mes gestes. Dans ma façon de replier les draps. De tenir ma cuillère. De regarder la pluie. C'était comme revoir quelqu'un qu'on avait perdu. Il avait gardé une photo de ma mère, cachée dans un livre, dans son bureau interdit. Il l'avait prise à Dakar, bien avant ma naissance. C'était elle, oui. Et dans mes yeux, il l'avait vue. Il avait su, même s'il ne l'avouait pas. Le notaire m'a montré des documents. Tests, ADN, correspondance, copies d'archives. Henri avait tout fait sans que personne ne sache. Il avait contacté une clinique discrète, fait des prélèvements à mon insu, croisé les dates, les papiers, les silences. Il n'avait parlé à personne, pas même à ses enfants. Il avait mené cette quête seul, avec cette rigueur froide des hommes qui ne savent pas pleurer. Il avait voulu être sûr, avant d'écrire, avant de mourir. Je ne savais pas si je devais me sentir trahi ou honoré. Il avait su. Et il avait choisi le silence. Mais ce silence n'était pas vide. Il était plein d'angoisse, de honte, d'une affection qu'il ne savait pas nommer. Et moi, j'ai choisi d'y lire un geste d'amour tardif. Dans ses notes, il écrivait « Elle mérite de savoir, même si je ne mérite pas son pardon. » J'ai relu cette phrase 1000 fois. Elle me suivait partout. C'était peu. Mais c'était tout. C'était lui. Et ce silence qu'il avait gardé, il me l'avait laissé comme un héritage. Pas pour me blesser, mais parce qu'il ne savait faire autrement. Et moi, je le portais maintenant, ce silence, comme un manteau ancien, usé, mais à ma taille. Je relisais la lettre, encore et encore. Et il y avait une phrase dans cette lettre qui coupait plus que toutes les autres. « Tu es ma fille, et je t'ai fui toute ma vie. » Elle était là, nue, crue, comme un couteau dans un silence déjà blessé. Je l'ai relue à voix haute, seule, puis en chuchotant, puis en pleurant. Il l'avait écrit de sa main, de cette même main qui avait posé les enveloppes, de cette main qui ne m'avait jamais touchée, sauf une fois, pour dire pardon. Henri expliquait son silence. Il parlait de la peur du scandale, du regard des autres, du racisme qu'il n'avait jamais osé nommer, mais qu'il portait en lui. Il disait qu'il avait honte, pas de moi, mais de lui-même, de ce qu'il avait choisi, au lieu de m'aimer. Il disait qu'il avait grandi dans une France qui n'acceptait pas la différence, qu'il avait appris à taire, à masquer,
à obéir à des règles invisibles. Et que moi, j'étais la preuve vivante qu'il avait désobéi. Une fois, et qu'il n'avait pas su l'assumer. Je ne le haïssais pas. Pas vraiment. Mais je ne pouvais pas le défendre non plus. Il avait fui. Pas seulement moi. Il avait fui l'amour, la vérité. Et il avait laissé une enfant devenir femme dans son ombre, sans jamais oser la nommer. Mais cette phrase me collait à la peau. Je t'ai fui, comme si j'étais le danger, comme si exister, moi, avait été sa faute. Pourtant, j'étais là, vivante, forte, et c'était lui qui s'était caché. Et malgré tout, je serrais cette lettre contre ma poitrine, parce qu'elle était tout ce que j'avais, tout ce qu'il m'avait laissé. Et même si c'était trop peu, trop tard, c'était enfin la vérité. Et elle m'appartenait. Ils ont hurlé. Dès l'annonce du testament, les enfants de Henri ont crié au mensonge. « Impossible! Elle a manipulé notre père! C'est une arnaque! » Ils ne m'ont pas regardé, seulement pointé du doigt, comme une voleuse de mémoire. Le notaire a gardé son calme. Il avait les papiers, les preuves, les analyses, mais ça ne suffisait pas. Pas pour des cœurs fermés. Il ne voulait pas savoir. Il ne voulait pas croire. Parce que croire, c'était admettre qu'il n'était pas seul. Un procès a été lancé. Long, douloureux. J'ai été convoqué, questionné, scruté. Mes origines disséquées. Mon silence interprété comme culpabilité. Et mes gestes. Tout ce que j'avais donné, effacé, déformé, sali. Ils ont parlé de moi comme d'une manipulatrice. Elle a profité de sa faiblesse. Elle a tout planifié. Certains journalistes s'en sont mêlés. Je suis devenue un sujet de débat. Une affaire. Un nom sans visage. Une bonne qui avait osé hériter. Je suis restée droite. Sans crier. Sans me défendre trop fort. Parce que je savais que les cris ne lavent pas les blessures. Je tenais dans mes mains la vérité de Henri. Et je la laissais parler pour moi. Même si elle était lourde. Même si elle brûlait. J'ai prié beaucoup. Pas pour gagner. Mais pour ne pas me perdre. Pour que ma dignité reste intacte. Pour que la colère ne me transforme pas en ce qu'il disait de moi. Et dans mon silence, je gardais l'amour. L'amour interdit. L'amour nié. Ils avaient hérité du nom. Moi, j'avais hérité du secret. Et dans ce secret, il y avait toute une vie, la mienne. Et même si on me traînait dans la boue, je savais qui j'étais. Enfin, je ne lisais pas les journaux, mais je lisais les visages, ceux des voisins, des anciens amis de la famille, des commerçants du quartier. Leur regard avait changé. Ce n'était plus de l'indifférence. C'était du soupçon, de la gêne, de la distance. Certains faisaient semblant de ne pas me voir. D'autres chuchotaient quand je passais. Tu sais, c'est elle. Je le sentais. Même dans les silences, il y avait des phrases, des jugements, comme si j'avais volé quelque chose, comme si j'étais là, par erreur. À l'église, plus personne ne s'asseyait à côté de moi. À l'épicerie, on me parlait moins longtemps, et même les enfants des voisins ne venaient plus chercher mes gâteaux comme avant. Je n'étais pas insultée, mais j'étais isolée, lentement, délicatement. On ne disait rien en face, mais les regards étaient des coups de couteau, des questions sans mots. Pourquoi elle? Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? Personne ne me posait ces questions directement, mais je les portais, tous les jours. Je n'étais plus la bonne silencieuse. J'étais la femme qu'on observait, qu'on jugeait, et ça faisait plus mal que les cris, parce que c'était poli, social, discret, mais cruel, comme si on m'effaçait autrement, avec élégance. Alors j'ai commencé à éviter les lieux, les marchés, les bancs du parc, même l'église. J'ai préféré le silence des murs à celui des gens. J'ai prié, pour que mon cœur reste tendre, pour que leur froideur ne gèle pas ma foi. Et c'est là que j'ai compris, ce n'était pas la maison que je devais fuir. C'était ce qu'elle réveillait chez les autres. Ce qu'elle disait de moi,
sans que je dise un mot. Il fallait partir, pour respirer, pour me reconstruire. J'avais les clés. Je vivais encore dans la maison, pas par choix, mais parce que la justice devait trancher. Après sa mort, tout était contesté. Les avocats parlaient un plus que les cœurs. Alors j'attendais, discrète, fatiguée, entre les murs de mon silence. Quelques jours plus tard, le verdict est tombé. Clair, définitif. Henri avait voulu que je sois son unique héritière. La justice a respecté sa volonté. C'était légal, c'était écrit. Et soudain, tout ce qui avait été interdit m'appartenait. Je me suis assise au milieu du salon, celui que je nettoyais sans jamais m'asseoir. Et j'ai fermé les yeux. Je pensais à ma mère, à Dakar, à moi, jeune, à tout ce chemin, et à cette maison qui n'avait jamais été un foyer, seulement un décor de soumission. Mais je ne voulais pas m'y installer, pas parce que je refusais l'héritage, mais parce que je voulais en faire autre chose, quelque chose de vivant, d'utile. Alors j'ai pris une décision, offrir cette maison, l'ouvrir à ceux qui, comme moi, avaient été oubliés. Je ne gardais que le reste, les économies, les biens secondaires, et cette maison de campagne dont j'avais seulement entendu parler, mais jamais vue. Une petite propriété au sud, simple, loin de tout, un endroit sans histoire, pour écrire la mienne. Ce n'était pas une fuite, c'était un départ, choisi, serein. Cette fois, j'étais libre, libre de partir non pas les mains vides, mais le cœur apaisé, avec ma dignité intacte, et une paix que ni le bruit, ni l'or, ni les murs jamais ne m'avaient offerte. Je suis partie sans bruit. Juste une valise, une photo de maman. Et la foi que on peut encore commencer ailleurs, avec moins de poids et plus de lumière. Je n'ai pas voulu vendre la maison. L'idée même de la monnayer me blessait. Ce lieu avait été un tombeau pour mes mots, pour ma jeunesse, pour mon nom. Il fallait qu'il devienne autre chose. Un refuge, un berceau pour ceux qu'on efface. J'ai contacté une association locale. Ils accueillaient des femmes seules, des mères venues d'ailleurs, des enfants sans papier. J'ai visité leur centre, humain, discret, rempli de regards que je reconnaissais. Le regard de ceux qui n'ont plus d'endroit à eux. Ils n'ont pas compris tout de suite. Ils croyaient à une erreur. « Vous voulez faire quoi ?» J'ai répondu « Je veux que cette maison serve enfin à quelque chose de vrai. Pas d'apparence, pas de rang. Juste un toit pour ceux qui n'en ont pas. » On a signé les papiers. J'ai laissé les clés. J'ai béni chaque pièce en silence. Pas avec des prières formelles, mais avec mes larmes. Celles que je n'avais jamais versées. Celles que cette maison m'avait volées. Celles qu'elle allait peut-être guérir. Ils ont repeint les murs, mis des lits superposés, ouvert les volets. La lumière est entrée comme jamais. Et j'ai compris que je n'étais pas en train de donner. J'étais en train de rendre. Rendre à d'autres ce qu'on m'avait un jour refusé. Des années plus tard, j'y suis retournée, juste pour voir, par curiosité, par tendresse aussi. Ils avaient repeint les murs, mis des lits superposés, ouvert les volets, la lumière entrait comme jamais. On avait dit aux résidents qui j'étais, ce que j'avais fait. Une petite fille m'a prise dans ses bras, sans gêne, et m'a dit « Merci, ici je dors sans peur ». J'ai senti alors une paix que ni tribunal, ni héritage, ni reconnaissance n'avaient su me donner. Une paix née de l'utilité, du don silencieux, du bien sans nom. Et mon nouveau départ, la propriété était immense, oubliée, mais majestueuse. Une vieille ferme familiale perdue dans les collines du sud. Les volets fermés depuis des années, les allées envahies de feuilles. Et au fond de la cour, un homme. Vieux, courbé, fidèle. Il s'appelait Maurice. Il gardait la maison depuis plus de 40 ans. Il disait qu'il n'avait jamais osé partir, par respect pour la mémoire. Je lui ai dit qu'il pouvait rester.
qu'ils n'étaient plus serviteurs ici, mais témoins et amis. Il m'a montré les pièces, une à une. La salle à manger, intacte. Les lustres pleins de poussière. Une bibliothèque qui sentait l'enfance. Il avait tout gardé, comme si quelqu'un allait revenir. J'ai compris que j'étais cette personne. Quelques semaines plus tard, son petit-fils est arrivé, pour l'aider. Un jeune homme discret, grand, les mains solides. Il s'appelait Malik. Il m'a salué avec un mélange de respect et de surprise. Il croyait que j'étais de passage, mais je suis restée. Il m'a aidé à remettre la cuisine en marche, à tailler les rosiers, à faire revivre les pièces. On parlait peu au début, puis de plus en plus. Et sans chercher, j'ai trouvé un regard qui ne me jugeait pas, un cœur qui ne fuyait pas. Les jours ont coulé. Avec eux, les gestes tendres, une confiture partagée, une réparation faite sans que je demande, des rires dans l'écurie vide. Il n'était pas riche, pas éduqué comme les fils de la maison d'avant, mais il avait l'âme propre et les mains vraies. Je n'ai pas cherché un amour, mais j'ai trouvé un avenir. Dans ses bras, j'ai cessé d'avoir peur. Dans sa voix, j'ai entendu un foyer. Et cette fois, j'étais libre d'aimer, sans me cacher, sans me courber, juste en étant moi. On ne s'est pas pressé. L'amour est venu doucement, comme une saison qui s'installe sans bruit. Un jour, il m'a demandé si je voulais rester, pas seulement dans la maison, mais dans sa vie. J'ai ri. Puis j'ai dit oui, tout bas, tout simplement. On s'est mariés sans robe blanche, sans foule, juste nous, Maurice, 2 témoins du village, et un figuier en fleurs. On a partagé une soupe, du pain chaud, et des sourires silencieux. C'était simple. Mais c'était la première fois que je me sentais choisie. Les mois ont passé comme des graines qui poussent. Un matin, j'ai su. J'attendais un enfant. Mon corps me parlait autrement. Quand je l'ai compris, j'ai pleuré. Pas de peur, mais de gratitude. Mon ventre allait porter ce que la vie avait tenté d'effacer. Ma lignée, mon nom, ma lumière. Je n'étais plus la bonne de personne. J'étais mère. Je devenais racine. Et chaque coup qu'il donnait depuis mon ventre guérissait un silence ancien. On a eu 2 enfants, puis 3. Et la maison a changé de rythme. Des cris, des rires, du désordre heureux. Une odeur de soupe, de savon, de terre mouillée. Je ne courais plus pour servir. Je marchais pour aimer. Et dans ce sud discret, j'ai bâti une famille. De chair, de larmes, de rire. Une famille née non d'un ordre, mais d'un amour. Et pour la première fois, j'étais maîtresse de maison. Non par titre, mais par tendresse. Les années ont filé, lentement, tendrement. J'ai vu mes enfants grandir, tomber, se relever, faire leurs propres choix. Je n'ai pas voulu les contrôler, juste les entourer, avec foi, avec patience, comme on arrose un jardin sans tirer les racines. Puis sont venus les petits, les tout petits, leurs mains douces, leurs voix aiguës, leurs questions infinies. Ils couraient dans la maison comme s'ils y étaient nés depuis toujours. Et moi, je riais. Je les suivais du regard. Et parfois, je pleurais en cachette. Chaque geste tendre que j'avais avec eux guérissait une part de moi. Je ne les élevais pas pour combler un vide. Mais chaque bisou, chaque histoire racontée au coin du feu, rachetait une enfance que je n'avais pas eue. Quand ils me disaient « Mamie », quelque chose en moi s'adoucissait. J'étais une grand-mère présente. Pas parfaite, mais pleine, avec des rides qui racontaient, des silences qui apaisaient, et un amour qui n'avait plus peur de manquer. Je leur racontais parfois un peu de mon histoire. Pas tout. Juste ce qu'il fallait pour qu'ils sachent qu'ils étaient trop précieux. Que rien ne leur était dû. Que l'amour, ça se choisit. Ça se construit. Chaque jour.
Il m'écoutait, avec de grands yeux, sans jugement, avec ce respect naturel que seuls les enfants savent offrir. Et moi, je me voyais en eux, pas comme j'étais, mais comme j'aurais voulu être regardée un jour. Et dans chaque rire partagé, chaque gâteau préparé ensemble, chaque sieste à l'ombre d'un figuier, je sentais que Dieu m'avait offert une nouvelle chance, pas pour effacer le passé, mais pour l'embrasser et en faire une force douce. Je ne suis pas devenue militante, je n'ai jamais su crier, mais j'ai appris à raconter. Et parfois, raconter suffit à réveiller les consciences. Alors, quand une institutrice m'a invitée à parler aux enfants, j'ai dit oui. Pas pour moi, pour eux. Je suis arrivée avec mes mains ridées, mon foulard simple et mon sourire tranquille. Pas de discours, juste une histoire. La mienne. Celle d'une femme qu'on n'avait pas regardée, qu'on avait appelée la Noire, comme si elle n'avait pas de nom. Je leur ai parlé du silence qui enferme, des regards qui blessent plus que des mots, de l'absence de place à table, du « tu n'es pas d'ici » et des années qu'on met pour s'aimer soi-même après ça. Je n'ai rien exagéré, je n'ai rien inventé. Ils m'ont écouté, bouche ouverte, yeux grands. Certains ont pleuré, d'autres m'ont demandé « Et maintenant, vous êtes heureuse ?» J'ai souri, et j'ai répondu « Je suis en paix, et c'est plus précieux que le bonheur. » Je leur ai dit de ne jamais se taire quand l'injustice frappe, d'aimer leur couleur, leur histoire, de ne jamais avoir honte d'être ce que Dieu a créé. Je leur ai tendu des mots comme on tend des graines, avec espoir, avec amour. Ma famille vient parfois avec moi, mes petits-enfants me tiennent la main, ils écoutent, et ils apprennent, ils savent d'où ils viennent, et ils savent aussi qu'ils valent autant que n'importe qui, même quand le monde fait semblant de l'oublier. Je ne crie pas, je raconte. Et parfois c'est plus fort, parce que les vraies cicatrices ne font pas de bruit, mais elles enseignent. Et si une seule oreille m'écoute, alors ma vie n'aura pas été vaine. On me demande souvent si je lui ai pardonné. À Henri, l'homme silencieux, le père lointain, celui qui m'a regardé sans me voir, qui m'a nommé trop tard. Je réponds toujours la même chose. Oui, mais pas pour lui, pour moi. Je ne l'ai pas pardonné d'un coup, ni à genoux, ni avec des grandes phrases. J'ai pardonné petit à petit, en respirant, en vivant, en plantant, en aimant mes enfants, en m'autorisant à exister. Vraiment, il y a des jours où la colère revenait, où l'injustice me brûlait comme avant. Mais je priais, pas pour effacer, pour supporter. Et chaque prière déposait un peu de poids, un peu de nuit, et la lumière revenait. Je crois que Dieu ne m'a jamais abandonnée. Même dans les couloirs de cette maison froide, même quand mon nom était murmuré à voix basse, même quand j'étais la bonne et rien d'autre. Dieu m'a vue, et il a attendu avec moi. Aujourd'hui, je n'attends plus, je donne, je transmets, je bénis, pas parce que j'ai tout oublié, mais parce que j'ai décidé de ne pas me laisser définir par ce qu'on m'a refusé. Mes enfants savent, mes petits-enfants aussi. Ils savent que le pardon n'est pas faiblesse, c'est un choix courageux, une force tranquille, une façon de dire « tu ne me possèdes plus, tu ne me blesses plus ». Et moi, je vis, pas avec un cœur vide, mais avec un cœur libre. Je ne suis plus l'enfant caché, je suis la femme debout. Et ça, personne ne pourra jamais me l'enlever. Je sais que je ne pourrai jamais changer mon passé. Il est là, inscrit. Mais j'ai appris à le regarder autrement. Je n'ai pas effacé mon histoire. Je l'ai traversée. Et aujourd'hui, je marche en paix, entourée de ceux que j'ai choisi d'aimer. Ce n'est pas une revanche, c'est une renaissance. Parce que parfois, ce que la vie nous arrache, Dieu le rend autrement, avec douceur, avec lenteur, et avec une justesse que seul le temps peut offrir. Alors oui, je lui ai pardonné,
Pas pour lui, pour moi. Et vous, croyez-vous qu'on peut guérir de ce qui ne s'est jamais dit? Laissez un mot pour cette grand-mère. Peut-être que vos mots aussi guériront quelque chose.